remercier l'équipe de Yebo pour cette invitation et aussi à tous les participants. Ma présentation va être assez brève. J'aimerais profiter de cette opportunité pour présenter un peu la vision que nous avons par rapport au secteur touristique. Comme vous le savez, pour l'instant, le secteur n'est pas encore considéré à sa juste valeur. Et vous êtes des opérateurs. Je vois ici des visages assez familiers, qui guident Béné, Madame Dominique, qui a fait le voyage depuis la France, et d'autres opérateurs encore. Le secteur a un grand potentiel, mais c'est un potentiel qu'on vend, et que nous-mêmes, en tant que Congolais, nous ne vendons pas assez bien. Et vous êtes, à mon avis, les premiers qui devraient faire un effort pour que ce secteur soit considéré à sa juste valeur. Je m'explique. Est-ce qu'il y a ici en RDC actuellement une organisation des tours opérateurs? Je pose la question, est-ce que ça existe? Non. Est-ce qu'il y a un annuaire qui présente les professionnels de métier? Cela démontre à souhait que nous-mêmes nous ne prenons pas au sérieux encore ce métier. Et pour que le gouvernement aussi considère le métier, nous devons nous-mêmes apprendre à nous organiser. Et ça commence d'abord par regrouper les professionnels au sein, même dans un annuaire qui peut être électronique, parce que nous n'avons pas encore suffisamment de moyens pour le développer. Et cela permettra justement d'identifier qui sont les vrais opérateurs. Sinon, les touristes qui viennent ici et qui tombent sur une personne qui n'a ni l'expertise, ni la métier qu'on doit faire d'abord par passion, ni l'expertise, ni la passion pour faire le métier, vont se retrouver perdus entre Kinshasa et Rwanda, entre Kinshasa et Goma, entre Bukavu et Goma, parce que les opportunités, il y en a. J'ai eu la chance très jeune de faire le tour du pays et de vivre dans toutes les provinces de la RDC. Et peut-être une chance pour vous aussi, c'est de connaître exactement quelles sont les opportunités dans chacune des provinces. En commençant d'abord par la capitale. Si vous regardez Kinshasa, il y a déjà le fleuve qui borde la ville et où il n'y a pratiquement pas assez d'activités touristiques. La seule personne qui exploite le fleuve pour l'instant, c'est mon ami Oulens avec le Majestic River et quelques petits exploitants par-ci par-là. Et ça, c'est juste un aspect de Kinshasa. La route qu'on appelle la route du tourisme qui va de Kitabo Magasin jusqu'à Kinsuka, il y a quelques petits restaurants. Je ne condamne pas la façon dont c'est fait, mais je pense qu'il y a lieu de voir un peu comment mieux faire. Mais il y a déjà une opportunité qui est à ce niveau-là. Et on compte aussi le côté historique de la ville. Plusieurs monuments historiques, plusieurs endroits qui peuvent être mis en valeur. La maison de Patrice Emery Lumumba que vous avez sur le boulevard, la première maison de Mobutu à Mondal. On m'a appris dernièrement que le président Kassabou avait une maison aussi du côté de Mongafula. Donc il y a un tourisme historique aussi et des monuments qu'on peut mettre en exergue de ce côté-là. Si vous allez vers le nord, à Kisangani, il y a les chutes de Wagenia. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés dernièrement. Vincent Kunda, que je vois ici, on a un projet ensemble avec lui pour justement mettre en valeur ce lieu qui est en train de subir des dégâts écologiques assez importants et que si nous ne faisons pas assez d'efforts, on peut se retrouver à un certain moment avec un lieu qui sera plus du tout touristique. Donc il y a un effort à faire aussi à ce niveau-là. Donc j'en passe, les chutes de Lofoy, au Katanga, Nsiafumu, ça porte des esclaves dans le Congo central, juste à côté des mangroves. On peut aller aussi un peu plus au nord, je reviens de Goma. Moi-même j'ai découvert l'île de Tchéguéra, que vous connaissez peut-être, l'île d'Idjui, où il y a encore un potentiel énorme.
Et même si on y va au niveau de l'écotourisme, il y a des espèces comme le singe bleu qu'on trouve à l'île d'Idjouи qui permet déjà de donner une attraction. Mais même si on a des sites, il y a tout ce qu'on appelle animation autour des sites touristiques qui n'est pas encore très développé. C'est bien que vous ayez invité l'équipe du Kenya qui a des années-lumière de ce que nous faisons ici. Et j'espère que cet échange permettra aussi, je n'ai pas assisté à ce qui s'est passé auparavant, mais ça permettra, je l'espère, qu'on puisse ensemble développer ce genre de projet que j'appelle village touristique. Un concept qui peut s'implémenter partout en RDC et permettre un impact direct sur les communautés locales. Je m'explique. Nous avons un site et autour du site, il y a toute une chaîne de valeur qui permet d'avoir un impact direct sur les communautés, de créer de l'emploi et de servir en fait de levier économique pour les communautés locales. Chacun des différents postes que vous voyez ici est générateur d'emplois et permet d'assurer une autonomie financière dans les milieux même les plus reculés. J'ai vu ça dernièrement, j'ai effectué une mission au niveau des Niagara Falls, au Zimbabwe. Toute la ville s'est développée autour du tourisme. Et toute la population est réellement orientée vers l'objectif d'accueillir les visiteurs et de leur permettre de vivre une expérience unique. Ça commence par l'accueil. Et là, je ne sais pas, je n'ai pas suivi les débats que vous avez eu les premiers panels. Ça commence avant l'arrivée en RDC. C'est que la personne, de là où elle est, peut obtenir un visa de manière électronique à un coût raisonnable et en évitant le maximum de tracasseries. Ça, c'est le premier stade où on voit le bureau administratif, mais je veux aller un peu en amont pour dire que ça commence avant l'arrivée des personnes en RDC. Et quand ces personnes arrivent, toujours au niveau administratif, il y a l'accueil qu'ils ont dans les postes d'entrée revenant de Idjoui. Et Idjoui, à un certain point, a une frontière commune avec le Rwanda. De l'autre côté, l'accueil se fait d'une manière beaucoup plus professionnelle, disons. Et dès que nous rentrons de l'autre côté, il y a ce genre de tracasserie qui arrive, et même à certains endroits où nous n'avons pas de poste de la DGM pour accueillir les étrangers. Donc l'accueil à l'aéroport de Ndjili, nous sommes en tractation avec le DG Kachatoualé pour voir de quelle manière faciliter l'accès au territoire national, mais pas seulement à Ndjili, mais dans tous les postes frontaliers au niveau du territoire national. Dans le parcours du client de l'aéroport, du port, jusqu'à son lieu d'hébergement, il y a tous ces services de transport que nous avons et qui offrent l'opportunité pour un Congolais XYZ de pouvoir avoir sa petite compagnie de transport, 2-3 minibus. Si on va du côté de Goma, c'est un petit bateau et pourquoi pas un hydravion. C'est aussi des opportunités d'affaires pour le secteur local qui lui permet d'acheminer les voyageurs du point d'entrée jusqu'au lieu d'hébergement, où il y a l'accueil au niveau de l'hôtel, il y a une restauration qui offre. On a une diversité gastronomique en y mettant un peu de sérieux. C'est évidemment aussi au niveau du renforcement des capacités, et on en parlera. Il y a un effort à faire. Pas du business pour les entrepreneurs congolais. J'ai découvert récemment un procédé qui permet de faire de l'énergie propre à moindre coût. On appelle ça vis d'Archimède. C'est bien ça, conseil évidemment, vis d'Archimède. Mais il y a aussi tout ce qui est photovoltaïque, où on peut amener l'énergie solaire. On le fait déjà chez notre frère Didier Ambo-Moloumene, ça fonctionne très très bien. Il fonctionne avec des panneaux solaires, ça permet de générer de l'énergie propre et d'alimenter tout un site et même permettre de faire une installation au niveau de la fourniture. Dans un site, il y a toujours des employés qui travaillent
et ces employés ont des enfants. D'où ce point qui est celui de créer des petites écoles. Ça peut aller jusqu'au dernier niveau du primaire ou un peu plus loin au niveau du secondaire, mais aussi des centres de formation. Ça aussi, pour certains qui sont ici, ces générateurs d'emploi et de business permettent à des gens d'être formés pour soit apprendre à faire un lit, à être dans l'entretien des sites, et pourquoi pas aussi dans tout ce qui est restauration. On a une expérience qu'on a partagée avec des Tunisiens. J'en parlais tout à l'heure cet avant-midi aussi avec l'équipe qui vient du Kenya, parce que eux ils ont ce qu'on appelle des centres, je ne sais pas quelle est la traduction en français, mais c'est des trucs hospitality. What is the expression you use for the training center? Hospitality center. Yes. Donc c'est des endroits où on forme des jeunes dans les milieux à apprendre les métiers du tourisme. Ça part du guide, en passant par tout ce qui est entretien ou ménage dans les hôtels. Là où il y a un site, il peut y avoir des accidents. Tout ce point qui est celui de se dire d'installer des petits centres de santé qui servent de premier relais avant de transférer quelqu'un dans un centre où il y a plus de... le risque sanitaire est plus élevé, de les transférer à des endroits où ils peuvent avoir des soins adéquats. Pas de site touristique sans avoir accès à Internet. Dans tous les pays qu'on a pu visiter, dès que vous arrivez à l'aéroport, vous êtes pris en charge par un service local qui vous donne accès gratuit à l'Internet. Mais quand on se déplace vers ce genre de site un peu plus éloigné, et je pense, je ne sais pas si c'est le cas dans le site de Montbolumene, mais il y a des sites où il y a un provider, un fournisseur qui peut vous donner accès aux services d'Internet, et ça demande donc une délocalisation ou une implantation des compagnies de télécom dans ce genre d'endroit-là. Vous n'arrivez pas à voir, mais juste derrière le ciel, il y a centre d'information et centre de recherche. Le tourisme scientifique devient de plus en plus quelque chose qui se fait partout dans le monde. Dans le monde, ici dans le Congo central, pour les tourbières dans le Maïndombe, à Itombwe, au niveau du Sud Kivu, où il y a des chercheurs qui viennent de partout pour voir, observer un peu la migration des oiseaux, les flamants roses et autres qui viennent selon certaines périodes. Donc il y a aussi une opportunité là-bas pour créer des centres où on installe un minimum pour qu'on puisse accueillir ce genre de scientifiques. Centre d'achat, vous n'avez pas de dentifrice, vous n'avez pas de mousse à raser ou rasoir, bon, il y a cette possibilité d'avoir des petites entreprises qui donnent lieu à créer ce genre de môle. Centre bancaire, on a discuté avec l'équipe de Visa et quelques banques. Certaines personnes qui viennent de l'étranger ne sont pas comme nous habitués à manipuler beaucoup de cash. Le cash, c'est pratiquement au Congo qu'on le voit, où quelqu'un a toujours des billets sur lui. Mais ailleurs, maintenant, les gens sont habitués à faire des transactions avec leur carte bancaire. Donc cette facilitation permet de se dire qu'on fait un petit centre. Ce n'est pas 10 emplois, ça peut être 5 ou 6 emplois qui permettent à ces gens d'avoir de l'information, s'ils ont des problèmes avec leur carte, d'avoir un petit service qui peut leur rendre. Dans tout ce qu'il y a comme stratégie de promotion de la RDC au niveau international, nous allons utiliser le soft power. C'est l'art, c'est le design, la mode, c'est la musique. Avec notre rumba, vous savez que nous avons travaillé avec quelques-uns qui sont ici à faire de la rumba patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais il faut utiliser cette force-là maintenant qui fonctionne très bien. Quand nous avons eu la réunion avec les autres ministres du tourisme à Victoria Falls, tout le monde raffole de la musique congolaise. Donc c'est une force que nous devons utiliser pour aussi voir comment faire des événements
qui vont attirer les gens. Si on ne le fait pas, je sais qu'au Zimbabwe, ils ont déjà un événement sur la rumba. En Côte d'Ivoire, ils sont en train d'y arriver. Nous avons essayé, nous continuerons encore avec le Festival international de la rumba et de l'élégance ici. Mais pour attirer véritablement les touristes et donner un point de rendez-vous annuel pour se dire qu'au mois de juin, au mois de juillet à Kinshasa, il y a un festival d'envergure autour de la rumba et de ses corollaires, qui sont la gastronomie congolaise, la mode, l'art et tout ça. Il faut mettre les moyens. Je suis content de voir que maintenant, il y a de plus en plus d'événements où les gens investissent plus d'1 million, 2 millions de dollars. Hein, vous savez maintenant, tous ces événements qui sont passés au stade de martyr, les budgets deviennent de plus en plus conséquents. Mais il faut aussi qu'il y ait un point de ralliement alimenté par le gouvernement. Comme au Brésil, comme à Cuba, Rio de Janeiro, chaque année, les gens savent qu'ils doivent aller au festival de Rio pour découvrir la culture brésilienne qui est la samba, et autour de ça, la gastronomie, la mode, et c'est un moyen, un aimant naturel pour attirer des touristes. Mais il faut que ce soit un événement d'envergure, publicisé au niveau international, avec toute une infrastructure d'accueil autour de cela, de l'aéroport jusqu'au lieu de l'événement, et nous on profite en tant qu'opérateur de l'arrivée de ces personnes pour leur offrir des circuits touristiques. Et ça, c'est un point sur lequel on va discuter. Je vois que dans les autres pays, on offre déjà des packages pour aller à Dubaï. Vous avez 1 500 $, 2000, le billet est inclus, des nuitées et un petit circuit touristique. J'ai essayé de faire un tour, je n'en vois pas. Hein? Peut-être que je me trompe, hein? Vous me direz le contraire tout à l'heure, mais je n'ai pas vu des gens qui offrent un package pour dire, bon voilà, on a un partenariat avec Kenya Airways, de Nairobi à Kinshasa, vous avez 3 nuitées au même ligne ou au Pullman, et de là, vous pouvez faire un tour qui va vous amener de Kinshasa à Bombolomene, ou de Kinshasa à Boma, ou de Kinshasa à Goma, ou de Goma à l'île de Tchegera à Idjui, et de Idjui à Kaouzi-Biega. Ce genre de réflexe, je pense que ce genre de réflexion, plutôt que nous devons avoir ensemble pour pouvoir créer des circuits, des packages, et ainsi offrir à la clientèle internationale une facilité. Donc je reviens sur le marché artistique. Dans chacun des villages ou des lieux où nous avons des sites, je prends l'exemple des Magania, je suis allé là-bas, on m'a offert une petite sculpture, c'est la miniature des chutes. On peut en faire des porte-clés, on peut en faire des t-shirts, on peut en faire des polos, et tout cela c'est toute une industrie qui est autour, et ça doit être quand même bien organisé avec des fournisseurs sérieux qui permettent d'alimenter cette partie-là. Dans le centre culturel, il y a aussi tout ce qui est artisanat local. Vous allez voir que dans certains pays, les chaises, les lits et tout ça ce sont des fabrications locales et ça donne de l'emploi. Le but étant toujours que le secteur touristique soit une sorte de levier pour la création d'emplois et pour le développement de nos communautés, même les plus reculées, où il y a déjà des sites qui existent. On ne peut pas faire de tourisme sans qu'il y ait la sécurité. Je parlais avec Guigui parce qu'on a un projet de pilote pour ce village touristique au niveau de Bombolomene. C'est, Guigui, dites-moi si je ne me trompe pas, c'est 350 000 hectares. Normalement c'était 350 000 hectares, mais avec l'installation on arrive autour de 300 000. 300 000 hectares, c'est quand même... Mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de la spoliation, mais 300 000 hectares, et je pense qu'il y a 70 ou 70 éco-gardes, c'est ça? Non, il y en a 17, mais plus 50 du corps PPN. Bon, vous voyez que c'est difficile de contrôler 350 000 hectares avec 17 éco-gardes. Or, si on fait une formation de ces éco-gardes-là, en recrutant des gens qui sont soit dans le déboisement ou dans le braconnage, dans la déforestation, on les convertit, on leur donne évidemment un bon salaire. J'ai remarqué qu'on en a discuté, et les salaires que les éco-gardes ont ne permettent pas de faire
un travail adéquat. Donc ces gens peuvent être transformés, mais il y a aussi une opportunité pour des entreprises locales spécialisées dans tout ce qui est sécurité. Parce que même si on ajoute donc des gouverneurs à 300, il y aura quand même des poches d'insécurité. Donc il faut que la technologie vienne intervenir avec des drones ou des postes où on peut contrôler de manière électronique cet espace-là. Et je pense que ça évitera aussi, ça réduira d'une certaine manière l'insécurité. Donc la sécurité est un des postes importants. Et là aussi il y a des partenariats qu'on peut développer. Je parlais avec des amis qui sont là en Égypte. Là-bas, on va plus loin parce qu'il y a carrément une police touristique. À côté de la police régulière, il y a une police touristique avec des tenues différentes qui les différencient. Et quand il y a des tracasseries, c'est les premiers à venir intervenir pour sécuriser les touristes. Parce que si nos touristes arrivent et qu'ils sont dérangés, ils ne vont plus revenir. Ils vont partir avec une expérience amère et ne viendront plus. Ils seront les premiers à faire de la publicité négative sur la RDC. Donc c'est important qu'à ce niveau-là, on mette l'accent sur ce qui est sécurité, sécurisation des touristes, en utilisant toutes les technologies nouvelles qui permettent de le faire. Coopérative agricole, parfois on voit dans des sites, on importe de porc, on importe des tomates, des pommes de terre, alors que nous avons une main-d'œuvre qu'on peut transformer à ce niveau-là en faisant de la formation pour que cette coopérative agricole puisse non seulement fournir des lieux de restauration et d'hébergement, mais aussi, dans un certain niveau, s'il y a des excédents, de pouvoir distribuer ça dans les centres qui sont dans les environs. Voilà en fait ce diagramme qui résume la pensée que nous avons par rapport au secteur touristique. Et voilà, je vais m'arrêter là et je vais répondre à vos questions. Merci. J'ai bien écouté ce que vous avez eu à présenter, mais en tant qu'entrepreneur, nous apportons parfois des solutions. Et nous avons remarqué un problème assez sérieux. Le gouvernement ne nous appuie pas, ne nous facilite pas vraiment la tâche. Alors, on aimerait savoir qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui dérange. Est-ce que c'est lié au fond ou à l'administration pour pouvoir répondre à ces solutions? C'est vraiment une question que j'aimerais avoir une réponse assez précise. Merci. Et peut-être que le business model qui était initialement utilisé, je ne veux pas être là, me mettre là comme un donneur de leçons, peut-être que le business model n'était pas bon. Partout où on voit un développement du secteur touristique, il est toujours drivé, comment on dit drivé? Il est toujours conduit ou bien piloté par le secteur privé. Ce que l'État met en place un cadre. J'ai vu un cas précis au niveau de la Tunisie, par exemple. Ils ont même un office tunisien de foncier dans le secteur touristique. C'est-à-dire qu'ils identifient des sites. On dit par exemple au Bénin, l'État vient, on quadrille, on fait le cadastre, on amène l'électricité et l'eau, et on laisse les opérateurs privés venir placer leur projet touristique. On n'en est pas encore là. Mais le modèle que je propose, et dans ce cadre ici, c'est le modèle que je propose, c'est celui d'un partenariat public-privé accompagné par des bailleurs de fonds internationaux. Parfois les fonds sont là, mais les projets ne sont pas assez ambitieux. On arrive même à des situations où les fonds viennent et on n'arrive pas à utiliser les fonds. Vraiment, si j'ai accès à des bailleurs de fonds, des idées, il y en a. Je viens moi-même du secteur privé, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, et du monde de la communication aussi, où on part d'un PowerPoint, une idée qui aboutit à un projet. Donc ça a l'air d'être juste une idée, mais ça va aboutir à des projets concrets. Et c'est bien que vous soyez architecte parce que j'aimerais aussi savoir de votre côté pourquoi on n'utilise pas les matières, les matériaux locaux. On va par exemple au Congo central où il y a possibilité de faire des briques en terre ou faire travailler des artisans de milieu pour
incorporer leur travail dans le travail d'architecture, il faut avoir ce genre d'idée. Ça permet aussi de réduire les coûts. Hein, plutôt que de voir les choses comme des problèmes, j'ai toujours tendance à voir comment amener des solutions. Les fonds, c'est un souci, mais je pense que si on amène des bons projets, on peut avoir des solutions. Je prends un cas concret. C'est celui du site touristique de l'Ansel, qui est un des projets sur lesquels nous avons travaillé. C'est un peu moins grand que Mbombolomene, c'est 655 hectares, dont une trentaine sont spoliés. Alors on va voir, ça c'est son collègue de l'habitat, de l'analyse et celle des affaires foncières qui travaille avec celui de la justice. Mais dans ces 655 ou 630 hectares, il y a plusieurs petits projets. On va prendre par exemple le jardin zoologique que nous avons ici au niveau en face du jardin botanique, qui doit être délocalisé parce que cet espace ne convient plus. Donc nous avons déjà le projet du jardin de Kinshasa qui va être délocalisé là-bas, mais pas un jardin qui sera pas à la portée des bourses du Congolais moyen. Il faut que les familles moyennes ou moins nantis puissent aussi montrer à leurs enfants ce qu'il y a comme richesse. Délocalisation. Donc vous, en tant qu'architecte, vous nous amener des projets pour dire voilà comment je vois les choses. J'ai quelques projets déjà, mais peut-être sur une dizaine de projets reçus, il y en a 3 qui sont plus ou moins convaincants. Il y a des opportunités pour vous, et moi, mon travail, c'est d'aller convaincre les bailleurs pour dire voilà pourquoi nous pouvons faire ceci à cet endroit. Au même endroit, il y a, à l'époque, quand on était plus jeune, il y avait un Célépholis. Maintenant, on peut y implémenter un aquapark, comme ceux qu'il y a sur le poids lourd ici, qui permettent, parce qu'un site peut avoir aussi des attractions pour les familles. Il y a du business pour vous à ce niveau-là. À l'époque du maréchal Mobutu, il y avait un restaurant de 3000 places, dont les vestiges sont encore là, ainsi qu'une salle de conférence de 5000 places à peu près. Là, il a fait son fameux discours, comprenez mon émotion. C'est une salle de conférence de près de 5000 places. Opportunité aussi pour vous en tant qu'entrepreneur de faire des propositions. Dans la même enceinte, il y a la pagode chinoise, vous avez vu. Bon, c'est une expertise assez particulière. À mon avis, il faudrait laisser ça aux Chinois parce qu'ils maîtrisent mieux. On a eu des Égyptiens qui ont essayé de faire quelque chose, mais ça n'a pas abouti. Donc il y a une opportunité encore de business là, à ce niveau-là. Pourquoi pas faire un aquadome, c'est-à-dire une sorte de grand aquarium où les gens peuvent voir les différentes espèces de poissons qui existent dans le fleuve. Il faut rêver. En fait, on a tendance à ne plus rêver, on doit réapprendre à rêver. Et c'est nous qui allons rêver pour faire le Congo de demain. Si on se dit non, c'est pas possible, non, on commence par un premier pas. Peut-être que moi je ne vais pas y arriver, mais mon successeur pourra faire aussi son chemin. Nous allons bientôt avec l'équipe travailler sur la politique nationale du secteur touristique qui a déjà été faite au séminaire qui est là, il a travaillé. Mais depuis 2020, ça dormait dans les tiroirs. Il ne faut pas réinventer la roue. On reprend ce qui existait pour qu'il y ait un cadre pour que ce secteur travaille. Il y aura certains d'entre vous pourront être invités par le conseil d'État, ceux qui sont intéressés, à lire avec nous cette politique et voir peut-être qu'il y a des poches où on peut chacun ajouter quelque chose. Voilà. Il faut qu'on redevienne optimiste. Je sais qu'il y a eu beaucoup de déceptions, que c'est difficile, mais donnez aussi la chance, donnons-nous la chance ensemble de rêver d'un Congo différent et que ce secteur qui est le vôtre soit un des piliers du développement de ce pays. Parce que les attractions, je peux parler aux amis qui viennent du Kenya, je pense qu'eux ils n'ont que la savane herbeuse. Nous on a la savane herbeuse, la savane boisée, on a les montagnes, la forêt, qui est déjà une des régions mondiales en termes de biodiversité. On a le fleuve. Avec ça, même si on fait un premier pas, on peut déjà réaliser les premiers consommateurs pour moi du tourisme congolais, ça doit être les Congolais, le tourisme domestique.
pas cher, accessible, mais on va miser sur le parce qu'il y a deux types de tourisme, le domestique, mais aussi l'international ou le tourisme même de luxe. Il y a des pays qui se disent, nous on ne va pas prendre le tourisme de bas étage, on va juste se focaliser sur le tourisme de luxe, c'est-à-dire que la personne qui vient pêcher son poisson tigre à Pointe et qui paye 15 000 $, et qui est prêt à dormir dans une tente, parce qu'il est déjà dans son pays, il a déjà tout le confort. C'est exotique pour lui de venir pêcher son poisson tigre et de vivre dans une tente. Il y a ce type de tourisme-là, mais avec ceux qui se profilent à l'horizon comme encore menace, hein, vous savez, au niveau sanitaire, nous devons d'abord, à mon avis, encourager les Congolais à être les premiers consommateurs, à être les premiers qui vont dire du bien de leur pays. Parce que le Congo bashing, là, ça commence toujours par nous. Nous sommes les premiers à critiquer, à condamner, à voir toujours le verre à moitié vide. Moi, je suis ceux qui voient le verre à moitié plein. Voilà ce que nous avons. Qu'est-ce que nous pouvons faire plus pour faire avancer un peu la cause? J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, Excellence. Bonjour. Alors, je suis Emmanuel Kanda, le président de l'Union de Forever. Alors, ma question, bon, je vais être un peu égoïste. Je reste dans la province de Maïdombe. J'ai lu le programme de la Première ministre, j'ai vu la réalisation de l'hôtel du lac. Je suis d'accord avec ça. Mais ma question est plus précisément sur les aérodromes de la province. Je ne sais pas si vous travaillez en collaboration avec vos collègues au ministre, mais il faudrait que, par exemple, Nefisco, Nyoki, Boko, Inongo, que ces aéroports soient praticables. Imaginez, j'ai fait aller-retour Inongo, Kinshasa, je paye 600 $. Je ne vais pas à l'étranger, je suis toujours dans mon pays. Imaginez un peu sur le coût touristique, ce que ça fait. Nous avons des collègues dont nous proposons la destination Maïdombe. Il y a certains qui aiment bien les lacs et qui vont vers Kiri, qui aiment bien visiter et tout. Mais on arrive aussi, les gens de DGRM, ils vous suivent derrière pour demander je ne sais quoi, alors que nous avions eu des autorisations au niveau de la province. Si vous pouvez nous aider à mettre un cadre, d'ailleurs, à la limite aussi, si vous pouvez aller avec la proposition même de la police tourististe, comme vous avez proposé, ce serait une bonne chose pour sécuriser non seulement le touriste, mais aussi les personnes qui proposent ces marchés-là. Parfois, nous avons des difficultés. Quelqu'un, tu me dis, il vient d'Allemagne, donc pour 1100 $. Merci beaucoup. Ma question est d'essayer un peu dans le Conseil des ministres, de faire un tour de coopération interministérielle pour pallier à certaines difficultés qui pourront aider les opérateurs à bien exercer et à faire des propositions raisonnables. Merci beaucoup. Pas parce que je suis moi-même originaire de là, mais je suis ministre national avant tout. Ça présente plusieurs avantages. Vous parlez d'aérodrome, mais le fait que le Maïdombe soit traversé par plusieurs rivières et des lacs offre un avantage certain, notamment si on a le temps de construire un aérodrome qui va coûter 5-6 millions $, on peut utiliser d'autres mécanismes. C'est pour ça que je veux qu'ensemble, quand on est avec vous, qu'on essaie de réfléchir en sortant des sentiers battus. L'aéroport, le construire, c'est vrai qu'il y a des pistes qu'on peut faire. On vient de me donner l'exemple, par exemple, au niveau du parc des Virunga, où ils ont eu des engins pour faire des pistes dans l'espace de 2-3 semaines. On peut penser à des pistes et à des petits porteurs qui peuvent être moins chers dans le déplacement, mais aussi, comme c'est lacustre, il y a beaucoup de rivières et des affluents et confluents du fleuve à ce niveau-là du lac. Pensez, pourquoi pas, à des hydravions. Un hydravion peut décoller de Noki, amérir à Inongo, donc on réfléchit différemment. Et nous avons l'avantage de pouvoir avoir aussi des petits bateaux qui peuvent être fabriqués ici. Hein. Si vous allez à Goma, vous allez voir Emmanuel et autres, et même ici des anciens qui ont travaillé à Chani Metal et autres, peuvent permettre de construire
des bateaux, des engins qui permettront justement de se déplacer de manière lacustre et permettre aussi des activités nautiques. On parle de l'hôtel Pinongo, l'hôtel du lac, qui est un beau bâtiment avec, je pense, plus de 150 ou 200 chambres. C'était vraiment un grand projet. Je parlais avec ma soeur et collègue, Madame El-Bazaliba, qui compte organiser d'ailleurs un forum là-bas autour de tout ce qui est comme tourbière. Ça fait partie de ce que je peux appeler le tourisme scientifique. Au Maïdombe, il y a cette possibilité de faire ça. Au-delà de cela, il y a des endroits où on peut voir des hippopotames et il y a la forêt. Et cette forêt aussi, pour certains, c'est une attraction touristique. Qui plus est, dans la protection de cette forêt, on peut aussi attirer aussi des financements. Oui, les aéroports, mais il faut voir aussi de quelle manière sortir des sentiers battus et amener des solutions. Et c'est notre travail à tous. Si vous avez plein de cerveau, essayons ensemble de réfléchir comment amener des solutions qui ne vont pas répéter les mêmes erreurs, on va être encore en train d'attendre les aéroports, alors qu'on peut développer d'autres solutions qui permettent d'avancer plus rapidement. Voilà. Merci de votre silence. Le tri est dit, bon, telle personne, Madame Dominique est tour opérateur, et ça fonctionne bien, et Monsieur Y aussi est tour opérateur. Je ne peux pas faire le distinguo entre celui qui est sérieux dans son business et les autres. Maintenant, s'il y a lieu de voir comment faciliter l'obtention de certains documents, nous on est prêts à vous accompagner, mais soyez d'abord prêts à vous mettre ensemble. Et si on veut mettre ensemble, les destinations sont tellement nombreuses que j'ai vu un monsieur qui faisait des visites pour aller voir les bonobos. Il est spécialisé dans ça. Je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est monsieur. Il est là. Il est parti. On peut être dans Goma, au Kivu ou dans le Grand Kivu. Il y a des gens qui sont spécialisés rien que dans la visite des gorilles de montagne. D'autres, c'est des gorilles de plaine. Mais maintenant, il faut qu'ensemble on dise, parce que moi, ce qu'il y a comme problème que je décèle, j'ai reçu ici l'ambassadrice de la RDC au Qatar. Elle est venue avec une délégation et les gens cherchaient des paquets. Ils étaient prêts à mettre ça dans le site de Qatar Airways. Ces gens ont beaucoup d'argent. Ils peuvent venir ici, mais s'ils ne sont pas organisés déjà à ce niveau-là, je ne sais pas, bon, il y a beaucoup de gens dans la salle, peut-être qu'à l'issue de ce forum, vous aurez déjà une liste succincte avec laquelle nous pouvons commencer et la mettre sur le site du ministère que nous sommes en train de réhabiliter. Hein. Et on doit mettre aussi des vidéos, des photos, des choses qui rendent la RDC attrayante. On va bientôt commencer la campagne Explorer la RDC, cœur de l'Afrique, un positionnement que nous devons absolument occuper. Géographiquement, nous sommes au cœur de l'Afrique, mais aussi cœur de l'Afrique parce que nous sommes un déclic de développement pour ce continent. Si la RDC prend son envol, nous allons entraîner toute l'Afrique noire. Je ne veux pas aller avec nos frères du Guinée, aucun problème de discrimination, mais toute l'Afrique noire va être boostée par le décollage de la RDC. Donc c'est le cœur, quand il arrête de battre, il faut mourir. Donc ceux qui s'attaquent au développement de la RDC s'attaquent en fait au développement d'un continent. Nous sommes comme le moteur de développement de l'Afrique et nous devons être conscients de cela dans nos esprits. Ne pas se minimiser parce que nous avons tendance même à raser les murs, à ne pas savoir ce que nous possédons en termes de pas seulement de richesse des sous-sols, mais on le voit au niveau touristique, on le voit au niveau humain. Voyager à travers le monde, aller dans n'importe quel pays, vous allez voir parmi les meilleurs médecins, les meilleurs professeurs, il y a toujours les Congolais. Mais cette tendance que nous avons nous-mêmes à avoir cet esprit de crabe. Vincent fait son festival, l'autre dit non, on va voir comment tirer le festival de Vincent
vers le bas. Mais quand on tire Vincent vers le bas, il se décourage et en fait, ça nous tire tous vers le bas. Apprenons à louer les efforts des autres. Je veux me baser sur le travail qui a été fait par mes prédécesseurs pour la politique nationale du tourisme. Et à partir de là, on enrichit pour aller de l'avant. Pas dire je fais table rase de ce qui avait été fait. Non, il y a des gens qui ont réfléchi avant, voir comment travailler ensemble avec eux pour que nous puissions avancer. Voilà, en fait, voilà un peu mon observation par rapport à ça. Merci beaucoup, Excellence. Permettez-moi de m'exprimer en anglais. J'avais 3 questions pour les ministres. Soyez juste précise et claire, s'il vous plaît. Oui. First question. As we know, our country is full of many natural resources, many natural attractions, but we do not know how to keep and conserve it for the future generation. So my first question was, is there any strategy that is made or planned so that the works that you're planning to improve in attractions are kept for future generations or long term? Because we know we have a lot of things like Sele, but we are not sure if it's going to exist in 10 years' time. So are there strategies that are being put by the minister to at least ensure that in your timing as a minister, so that whoever will take the succession will continue, but is there any strategy that is being made by you to conserve it? And my second question is, what opportunities exist for foreign investment in the Genesis tourism sector, and how is the government facilitating these investments to drive sector growth? My last question is, what plans are in place to develop and promote cultural tourism, highlighting the Genesis diverse cultures, landscapes, traditions, and history? Thank you. En français, je vais traduire. Ok. Je vais répondre en français. Hein. C'est plus. Donc, la première question, comment assurer la durabilité ou bien le long terme dans le secteur touristique? On va construire des choses et puis demain, ça ne va plus exister. Ça n'existe pas ou ça ne dure pas parce que l'État veut souvent se substituer au secteur privé. Quand quelqu'un crée une entreprise, il la crée pour le long terme. Et comme c'est une activité qui génère des revenus, ça lui permet de s'impliquer, et si c'est une entreprise qui a une bonne gouvernance, d'assurer le long terme. Quand l'État se met à la place du privé, comme opérateur, ça ne fonctionne pas. Allez voir dans tous les pays, je l'ai dit au début, c'est le secteur privé. Toutes ces différentes étapes qu'on a vues tout à l'heure, ça implique des entreprises privées, des petites, des moyennes et des grandes. Une chaîne comme Hilton, une chaîne comme Intercontinental, quand elle vient s'implanter dans un pays, non seulement elle attire d'autres gros investisseurs, mais elle s'assure que ce business va fonctionner sur le long terme. Donc c'est l'implication du privé dans le secteur qui va assurer le long terme. Voilà. Que l'État arrête, bon, c'est vrai que l'État dans plusieurs pays est toujours partenaire des projets hôteliers parce que c'est une source évidente de revenus, mais ne doit jamais se substituer au projet. Donc laisser la part au privé. Le partenariat public-privé est pour moi la seule façon d'assurer la durabilité parce qu'ils vont s'assurer de la sécurité, ils vont s'assurer de l'entretien, ils vont créer des emplois de manière pérenne. Donc ça c'est, à mon avis, hein, la meilleure façon, c'est de s'assurer que c'est le privé qui est là. Regardez, il y a des hôtels dans tous les pays où le tourisme est numéro 1. Dans le PIB, c'est le secteur privé qui est le moteur. Voilà. Ça c'est pour la première question. La deuxième, oui, sécuriser ça, depuis que son avènement à la tête du pays, son Excellence, le président Félix Antoine Tshisekedi, a fait du climat des affaires une de ses priorités. Et même à la présidence, il y a une cellule qui s'occupe essentiellement de ça, du climat des affaires. Et vous l'avez vu, même maintenant, le ton a durci au niveau de la justice.
Je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre aussi à ceux qui sont les fossoyeurs du développement de la RDC de se mettre dans une autre position. Le climat des affaires passe justement par un cadre réglementaire qui assure la sécurité des investissements, et on est dans ce processus, et ça passe aussi par une justice qui est équitable et qui est impartiale avec les partis. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous sommes dans un processus. Rome ne s'est pas construite en une journée, on est dans un processus, et je pense que l'allure que nous prenons maintenant avec mon collègue de la justice peut garantir à très court terme des résultats à ce niveau-là. Dernière question. Vous avez couvert déjà toutes ces questions. Ok. Allons prendre juste ce qu'elle était en train de dire, parce que l'idée pour elle, je crois que c'est la préservation des valeurs pour les générations futures. Okay. Parce que le ministère a aussi une des attributions, c'est la préservation de ces valeurs écologiques. Et j'avais apprécié dans votre écosystème l'aspect que vous aviez parlé de la police et de l'armée. Et cet aspect régalien, nous étions aussi très satisfaits que le gouvernement ait pris ça en compte dans le décret sur le corps PPN, où il y a quand même un détachement du ministère de la Défense, de la police et consorts qui sont sous la tutelle du ministère du Tourisme. Et pour nous, qui sont par exemple dans des aires protégées, nous pensons que ça aussi c'est une voie de sortie pour freiner un peu la pression sur certaines valeurs écotouristiques. Et je voulais qu'on insiste sur cela. Mais ma préoccupation particulièrement, c'était aussi dans la catégorisation du tourisme. Je vois que je vais prendre deux cas et puis je vais passer par là. Je prends à Mwanda. Quand vous arrivez à Mwanda, vous arrivez au fort avancé de Boulambema, parce que les gens pensent que c'est une prison. Nous étions là-bas et nous étions avec une collègue avec qui nous travaillons au MUD. On a vu des canaux. Vous voyez, des canaux qui empêchaient que l'Allemagne puisse pénétrer pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Malheureusement, avec tout ce fort-là, tout est parti. Et la dame qui était une étrangère qui dit, mon Dieu, en Europe, ce sont des sites touristiques militaires. Donc il y a l'aspect aussi du tourisme militaire qu'il faut prendre en compte pour certains vestiges de l'ancienne guerre mondiale qu'il faut prendre en compte. Le tourisme historique aussi, parce que ça, il faut le prendre. Et je crois que quand vous étiez à Bukavu, je vous ai dit, s'il vous plaît, arrivez à lui. En fait, c'était pour vous montrer quelque chose. Et je vais terminer par là. Il y a eu à l'époque coloniale un chasseur qui avait tué un éléphant et il avait les plus longues pointes d'ivoire du monde. Les plus longues pointes d'ivoire. Et c'était répertorié dans le livre Guinness Record. Mais quand nous sommes passés par là lors de notre mission, les ivoires étaient sciés. L'infrastructure existe, c'est-à-dire quand vous arrivez à l'Euro, vous allez le voir. Et vous vous imaginez que ça faisait l'objet d'un tourisme où les gens pouvaient venir d'à travers le monde, aspect scientifique, aspect touristique, aspect écologique, et c'est parti. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas payés, et c'est des fonctionnaires, et ils ont juste scié ça pour aller vendre ça. Et une dernière chose, puisqu'on parle du Maïndombe, je crois que le Maïndombe est la province, la grande province de Côte de Consort. Si vous arrivez à Mabali, je ne sais pas si les gens connaissent Mabali. Qui a dit très bien, vous, hein? Vous savez ce qui s'est passé à Mabali? C'est là où le roi des Belges avait abdiqué, le roi Léopold III. Et il avait construit sa maison là, au bord du lac Toumba. Et c'était un des 3 sites de la recherche scientifique de l'IRSAC, l'Institut Royal pour la Science en Afrique centrale. Donc à Kalemi, à Luiro, et de l'autre côté. À Luiro, c'est la bibliothèque royale. Si vous allez là-bas, il n'y a pas une bibliothèque qui ressemble à une bibliothèque ici en RDC. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont arrivés à Luiro pour voir cette bibliothèque. Et il y en a en plein. Il faut dire aux gens, ça se trouve, hein, c'est au sud du Kivu. C'est au sud Kivu, sur la route du Cameroun. Et en plein Équateur, il y a... Il parle en connaisseur, alors il dit que tout le monde est à son niveau. Non. En plein Équateur, il y a la maison du roi. C'est-à-dire que là où on a fait les veillères, on a coupé les mains tout dans sur la route des Bikoro, il y a cette maison-là qui est vraiment déclassée alors que c'est aussi un espace touristique sans pareil. Nous étions avec des amis congolais du Brazzaville qui s'est posé la question de savoir qui êtes-vous en RDC. Je m'arrête là, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler pour répertorier cela avec les amis de l'Office national. Là aussi, c'est un métier où
La plupart des conservateurs que j'ai vus dans les différents parcs sont étrangers. Donc il y a, à mon avis, mais il faut le faire d'abord par passion. Hein. Ce n'est pas le métier le plus rémunéré, ce n'est pas là où vous allez faire des millions de dollars. Hein. Donc allez-y d'abord par passion. Nous on est en train de travailler pour voir comment améliorer non seulement les conditions des conservateurs, mais surtout aussi des éco-gardes. Hein. Je ne voudrais pas citer les chiffres ici, c'est parfois très horrible, mais il faut améliorer. Dans ce que Madame a posé comme question, effectivement, il y a aussi mettre à l'aise des gens qui sont en train de conserver le patrimoine non seulement national, mais international. Parce que la plupart des parcs maintenant sont considérés comme patrimoine de l'humanité. Donc on doit aussi, je l'ai dit à nos partenaires, vous devez aussi nous aider à mettre ces personnes qui conservent ces forêts, qui servent aussi à la biodiversité internationale, il faut les mettre dans des conditions, sinon c'est les premiers qui vont contribuer au braconnage, à la déforestation. Donc c'est un combat aussi que nous sommes en train de mener, comme nous avons le CP environnement au niveau de la présidence, il va amener le message acquis de droit et nous allons sûrement avoir des réponses parce que le président lui-même, dans sa politique, dans sa vision, il a fait du tourisme un des principaux volets de diversification économique. Hein, c'est un emploi, un secteur qui peut créer plus d'emplois que les mines. Hein, dans les mines, il y a beaucoup de machines, mais dans le secteur du tourisme, c'est des humains avec des humains qui peuvent nous permettre d'avoir plus d'emplois dans le secteur et c'est à ça qu'on va s'atteler. Une dernière question parce que je dois... Excellence, votre rapport par rapport à l'avancement de la nouvelle technologie en tourisme? Bon, je ne sais pas, au niveau de la RDC, nous avons encore des efforts à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans la surveillance de nos parcs et des aires protégées, nous avons besoin de plus en plus d'impliquer des nouvelles technologies qui nous permettent, même à distance, de surveiller tout ce qu'il y a comme espace. Et c'est des investissements qui sont importants parce que non seulement il y a des postes de commandement pour pouvoir surveiller ces parcs-là, mais il y a des technologies qui sont assez dispendieuses pour pouvoir développer ce secteur en RDC. Ça fait quelques mois que vous gérez ce ministère du Tourisme. Quelle est la politique que vous allez apporter notamment pour faire avancer ce secteur qui est vraiment abandonné? Bon, nous avons cette vision qui s'accroche, qui s'appuie sur la vision du chef de l'État, qui est de faire de ce secteur un secteur de diversification économique, de créateur d'emplois. Et dans ce sens-là, nous avons le concept des villages touristiques qui permettent de créer un écosystème qui va permettre de créer des emplois dans différents secteurs. On parle du transport, de l'hébergement, tout ce qui est service de santé, tout ce qui est culturel, toute la restauration aussi. Donc il y a plusieurs services qui peuvent être créés et générer des emplois non seulement pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour de grandes entreprises et s'ancrer de cette façon-là dans le développement local, le développement communautaire. Partout où il y aura des sites touristiques, on peut créer un microcosme, un écosystème qui permet le développement du secteur. Vous avez évoqué la nécessité que soient mises en place les centres de formation et les écoles. Que pensez-vous de la place que ces écoles ont dans votre relation entre vous et d'autres ministères, l'éducation nationale par exemple? Voilà, tout à fait. L'approche que nous avons ici est justement celle de créer une synergie entre les différents ministères. Quand on parle éducation, quand on parle formation, évidemment, cela fait référence à la formation professionnelle. Et nous avons déjà, avec mon collègue Marc Ekila, discuté des différentes avenues et des voies de partenariat. Et c'est dans ce sens-là que nous allons travailler. Merci. Merci.